Fable et fabliau ont la même étymologie. Le terme fable, du latin fabula, désigne au départ tout récit fictif. Les liens entre fiction et réalité sont importants pour les auteurs de fabliaux. Jean Baudel écrit par exemple, au début de son fabliau du Vilan de Bailleul, si un fabliau peut être vrai. Je cite en traduction. Fables et fabliaux sont des formes proches. Le premier vers du fabliau de la vieille truande, que vous avez dans votre brochure, est en effet de fables on fait les fabliaux. Les deux genres cherchent à provoquer le rire et ont une visée morale. Ésope, le célèbre fabuliste de l'Antiquité, n'a connu au Moyen Âge que par son nom. Si ses fables se sont perdues à cette époque, il a légué son nom au genre de la fable, qu'on appelle parfois Isopée. La fable est un apologue en forme de récit allégorique. Bref récit au style simple, voire bas, il met en scène des animaux et illustre une moralité. Ce genre est très populaire au Moyen Âge. Marie de France est célèbre avant tout pour ses laits. Elle est aussi l'autrice de fables et compose vers 1170 le premier recueil de fables en français. Elle adapte ses fables d'un texte anglais, lui-même traduit du latin. Les fables de Marie de France connurent un très grand succès. On en possède aujourd'hui 25 manuscrits, alors qu'on possède 6 manuscrits des laits. Ce recueil, qui contient 102 fables, est dédié à un comte Guillaume, le plus valeureux de tout royaume, d'après son épilogue. Cette dédicace est intéressante puisque dans un autre recueil de fables du Moyen Âge, l'Isopée I de Paris, on apprend que ce recueil s'adresse avant tout aux femmes. Le genre de la fable serait en effet destiné à un public féminin. Marie de France, elle, destine son recueil à un seigneur. Ce recueil de fables est conçu comme un miroir pour les princes. Le manuscrit 3142 de la bibliothèque de l'Arsenal, copié vers la fin du XIIIe siècle, contient des poèmes du Moyen Âge. Les folios 256 à 273 contiennent les fables de Marie de France. Ces fables sont encadrées par 2 portraits de leur autrice. Le premier portrait, au folio 256, qui ouvre donc le texte des fables, Marie de France est représentée en train d'écrire. Dans son second portrait, au folio 273, donc qui vient clore le recueil des fables, Marie de France tient un livre ouvert, au-dessus d'un coffre rempli de livres. Ces 2 portraits représentent Marie de France comme femme de lettres, possédant toute autorité sur son texte, qu'elle ouvre puis clôt. On peut remarquer qu'une telle mise en scène de l'auteur, écrivant, ne figure pas pour les œuvres de Jean Baudel, par exemple, qui sont contenues dans le même manuscrit. L'autorité de Marie de France ne faisait donc aucun doute dès le Moyen Âge. Les fabliaux sont, pour reprendre l'expression de Joseph Bédier, des contes à rire en vers. Ce genre connut un très vif succès de la fin du XIIe au début du XIVe siècle. On en compte à peu près 150. Ces récits brefs et comiques sont écrits en octosyllabes à rime plate. Le style est bas, voire grossier. Leur but est de faire rire. Ils ont une visée édifiante, quoiqu'ils ne comportent pas tous une moralité. Ils mettent souvent en scène un personnage dupé, et l'intrigue tourne autour du ressort du trompeur trompé. On est très proche de la farce. Mari trompé, prêtre lubrique sont des thèmes récurrents. On peut par exemple mentionner quelques titres éloquents comme le chevalier qui faisait parler les cons et les culs, le prêtre crucifié, le rêve des vies, les 3 dames qui trouvèrent un vie, etc. On aurait tendance à opposer la poésie courtoise, qui refuse toute désignation explicite du bas corporel, et l'obscénité des fabliaux, qui consiste à ne parler de l'amour qu'en considérant justement les parties sexuelles. Le public est néanmoins le même que celui de la littérature courtoise. Certains fabliaux sont d'ailleurs des parodies de romans courtois. Pour les comprendre, il faut connaître le genre parodié et en maîtriser les codes.
Les fabliaux nous donnent une image réaliste de la société médiévale, ce qui est crucial notamment pour les historiens. Bien évidemment, il ne faut pas entendre ce terme de réaliste au sens de reflet fidèle de la réalité, sens qu'il prendra avec le roman du XIXe siècle. La dimension réaliste des fabliaux tient plutôt dans l'évocation de la vie quotidienne et de ses réalia, les personnages qui sont issus des diverses couches de la société médiévale, et clercs, bourgeois, artisans, marchands, paysans, mendiants, etc. Le roman de Renard a connu un très grand succès au Moyen Âge. C'est une œuvre romanesque et comique qui doit beaucoup à la fable. Les personnages mis en scène sont, comme dans les fables ésopiques, des animaux anthropomorphes. Le renard est considéré, depuis l'Antiquité, comme un animal fourbe. Cette image est accentuée dans les bestiaires médiévaux. Cette œuvre n'est pas une composition suivie et homogène. Elle est composée d'un certain nombre de parties indépendantes, qu'on appelle branches, qui ont été composées par des auteurs différents, qui sont unies entre elles par un lien narratif très lâche. La partie la plus ancienne est désignée comme la branche 2, composée par Pierre de Saint-Cloud en 1175. Elle compte les aventures de Renard avec Chanteclair le coq, avec la mésange, avec le chat Tibère, Tircelin le corbeau. À cette branche s'ajoute, dès la fin du XIIe siècle, la branche 1, qui est la suite logique et chronologique de la branche 2, mais qui est placée en tête par tous les manuscrits. Puis, après ces deux branches, s'en ajoutent de nombreuses autres. Au total, on compte plus de 25 branches, pour environ 25 000 vers. La verve des auteurs s'exerce aux dépens des diverses catégories sociales, dont les comportements sont reflétés par ceux des animaux qui les incarnent. Si le roi, représenté par le lion, les grands féodaux, par le loup, Isengrin, le clergé, par l'âne. La représentation des personnages est parfois ambiguë, tantôt animale, tantôt humaine. Si Renard fait à la louve une visite galante, il compisse, je cite, les louveteaux et retombe alors dans une animalité brutale. L'ambiguïté de ces animaux anthropomorphes se trouve partout. On est toujours amené à se poser la question de savoir si ce sont des animaux travestis en hommes ou des hommes travestis en animaux. Si cette œuvre n'est pas réellement une satire sociale ou politique, certains auteurs l'ont tirée en ce sens. Ils ont pu reprendre le personnage de Renard dans des réécritures, à la dimension satirique plus affirmée. En conclusion, il faut relier les fables, les fabliaux et le roman de Renard aux autres formes du genre comique, caractérisées à cette période par la satire, qui substitue à l'ordre hiérarchique du château et de la cour, à l'idéal courtois, une peinture réaliste des mœurs, l'exhibition des misères et la contestation de l'ordre établi. On retrouve tout cela dans le théâtre.